Ok, on est parti pour ces Open 2022 avec aujourd'hui un tutoriel complet sur le 22.1. Je vais vous donner de la stratégie, de la technique aussi et même un warm-up et de la recovery pour que vous fassiez votre meilleur score possible, atteindre votre potentiel max. Bienvenue sur la chaîne, je suis Jack et c'est la 6e édition des Open que l'on fait sur cette chaîne pour vous guider au mieux au travers de chaque WOD. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que comme chaque année, vous pouvez recevoir un guide PDF complet par workout avec toutes les explications de la vidéo résumées dans un PDF. Pour trouver ce PDF, vous cliquez simplement sur le lien qui est dans la description et je vous l'envoie immédiatement par email. Ce 22.1, c'est un AMRAP de 15 minutes, ça veut dire qu'on va essayer de faire le maximum de rounds et de répétitions pendant 15 minutes de travail et on l'a vu, ça va nécessiter un bon pacing. Je vais en parler en détail plus tard dans la vidéo. On démarre le workout avec 3 wall walks. Ne faites pas attention si je les appelle wall climb de temps en temps, c'est exactement le même mouvement. On poursuit avec 12 dumbbell snatch alternés et on termine le round avec 15 box jump over. De toute évidence, ce WOD va nous permettre de bouger énormément, ça va être le but, on va faire plusieurs rounds et ça va aussi cramer à certains moments, donc on va parler de cette gestion-là spécifique. Mais attention, il y a aussi des standards qui sont différents cette année et on va consacrer une section complète de la vidéo à ça pour être certain que vous respectiez bien les règles, que vous fassiez un bon workout et que vous vous mettiez dans les bonnes conditions avant de démarrer. On va construire la vidéo avec les standards d'abord parce que c'est sur eux qu'on va s'appuyer pour bien bouger. Ensuite, je vais vous donner un excellent warm-up pour être vraiment bien préparé. On va parler de conseils spécifiques à chaque mouvement et enfin on discutera de stratégie pour optimiser votre transition, votre temps de repos, etc. pour faire un excellent 22.1. C'est parti. Pour les standards, débutons avec les wall walks. Alors quand j'ai vu wall walks avec ma grande taille, je me suis très inquiété. Quand j'ai vu que c'était que 3, c'était plutôt cool. Et quand j'ai vu qu'ils ont facilité les standards, je me suis dit yeah. Franchement, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins difficile plutôt que l'année précédente. Il y a un plan exact sur crossfit.com, soyez certain d'aller le consulter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour être sûr de vraiment bien respecter les règles et jouer le jeu de cet Open. Maintenant, ça donne quoi en détail? La première ligne à placer, c'est une bande de tape ou quelque chose pour marquer 10 pouces, soit 25 cm, au départ du mur. Attention, c'est la partie extérieure de la ligne qui doit être à 25 cm. Pour bien jouer le jeu, je vous recommande de mesurer d'un côté, de placer le début de la bande, d'aller mesurer de l'autre côté pour avoir une ligne bien droite et vraiment être dans les règles. La deuxième ligne, attention, c'est le point le plus proche du mur qui doit être mesuré. Pour les femmes, elle est à 140 cm et pour les hommes, 152. Ici, j'en ai profité pour placer directement ma propre ligne. Donc, j'ai mesuré 152 cm du point le plus proche du mur. C'est vraiment important. Ça rendra les choses un tout petit peu plus difficiles, mais plus équitables. Donc, c'est le point le plus proche du mur qui est à 152 cm. Et comme tout à l'heure, j'ai mesuré d'un côté, j'ai tracé le début de ma bande, j'ai mesuré de l'autre côté. Comme ça, je suis sûr d'avoir une bonne ligne droite. Le départ du wall walk se fait avec une partie de votre main qui doit toucher la ligne la plus éloignée du mur. Nous devons être couchés à plat ventre et attention, c'est toujours le standard qui pose problème, c'est que nous devons mettre les 2 pieds sur le mur tout en gardant les 2 mains sur la ligne. Une fois que les 2 pieds sont sur le mur, nous pouvons commencer à déplacer les mains. Le but étant alors d'arriver avec les 2 mains qui touchent la deuxième ligne, celle qui est la plus proche du mur. Et de nouveau, n'importe quelle partie de la main peut toucher. Vous pouvez toucher avec la paume, vous pouvez toucher avec le bout des doigts. Et d'ailleurs, je vous donnerai un petit truc dans les conseils spécifiques pour que votre petit doigt vous aide un bon coup. Une fois que les 2 mains touchent cette ligne la plus proche du mur, on peut commencer notre descente. Et attention, dernier standard, les 2 mains doivent retoucher la ligne, n'importe quelle partie de la main, la ligne la plus éloignée, avant de descendre les pieds du mur. Si je descends les pieds du mur tandis qu'une de mes mains est toujours en cours de route, c'est no rep et ça va coûter très cher parce qu'il va falloir tout recommencer. Soyons donc prudents là-dessus et la répétition se termine avec les 2 mains sur la ligne et l'entièreté du corps couché à plat ventre. Pour le scaled, on a les mêmes distances mais ce sont les mains qui commencent complètement devant la ligne.
On a la même règle de devoir mettre les 2 pieds sur le mur avant de pouvoir bouger les mains. Et une fois qu'ils y sont, les 2 mains doivent totalement passer la ligne. Attention, si vous avez le bout du doigt qui touche la ligne, ce n'est pas bon. Pour pouvoir repartir vers l'avant, et on a la même règle qu'en RX, ça veut dire que les 2 mains doivent passer complètement la ligne, cette fois-ci en scale, avant de pouvoir déposer les pieds du mur sur le sol. Si vous avez des questions sur les standards, mettez-les en commentaire, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Passons maintenant au dumbbell snatch. Pour les dumbbell snatch overhead, jambes tendues, hanches ouvertes, bras tendus avec le dumbbell au-dessus de l'épaule, on est bon. Mais la petite astuce, c'est que les 2 têtes doivent toucher le sol. Alors c'est la plupart du temps comme ça dans les compétitions de CrossFit, mais on a vu parfois qu'une seule tête pouvait toucher le sol. Si vous touchez le sol avec une seule tête, c'est no rep, il faut recommencer la répétition. Assurez-vous que les 2 têtes du dumbbell touchent le sol à chaque fois. Et attention au box jump over, on a une grosse nouveauté cette année, c'est que le step down est obligatoire. Ça veut dire que lorsque vous êtes en haut de la box, vous devez faire un pas pour descendre, vous ne pouvez pas sauter. Par contre, pour monter sur la box, en RX, on est obligé de sauter et les 2 pieds doivent toucher la box ou alors nous pouvons sauter carrément au-dessus. Alors je ne sais pas qui va faire ça, mais c'est permis. En scaled, le step est autorisé. Je peux donc marcher sur la box pour monter et pour descendre, mais attention une fois de plus, les 2 pieds doivent toucher la box au-dessus. Au niveau du placement du matériel, il y a une petite chose en plus, c'est que l'on va démarrer derrière la ligne la plus éloignée du mur, le workout, et devoir faire un demi-tour pour démarrer. Ça, c'était vraiment un standard pour être très dans la mesure des compétitions, mais on joue le jeu. Et pour compléter ça, on va mettre une ligne en plus qui est à 274 cm du mur pour la partie la plus proche du mur au niveau de la bande. La box doit être placée au-delà de cette ligne. On va donc se placer avec les wall climb, le dumbbell entre les 2 lignes les plus éloignées et la box au-delà de la 3e ligne. Ça, c'est le placement officiel. Je le redis, tout est expliqué sur crossfit.com et le lien est dans la description pour être certain de tout bien exécuter. Comme toujours dans les step over et les box jump over, je n'ai pas besoin de me redresser. Je peux donc rester en bas, que ce soit en RX ou en scaled, pas besoin de vous relever complètement en haut de chaque rep. Pour ce WOD, la version Foundations est vraiment très similaire. On a juste un remplacement des wall walks par du bear crawl. Allez voir les standards sur le lien de crossfit.com, mais vous verrez que la vidéo qui est ici va déjà beaucoup vous aider parce qu'il y a énormément de choses communes, notamment avec la version scaled, avec les steps dont je parle un petit peu plus tard. C'est tout pour les standards. Pour être certain de bien les respecter et de faire un excellent WOD, passons au warm-up. Pour le warm-up, je vais démarrer avec un petit circuit pour monter légèrement l'intensité, bien m'échauffer et déjà préparer mes mouvements. Je vais faire entre 3 et 4 rounds de 10 calories à n'importe quel erg. Si vous n'avez pas d'erg, vous pouvez courir 100 ou 200 mètres assez tranquille. Je vais enchaîner avec une mobilisation des poignets parce que je vais beaucoup en avoir besoin aujourd'hui. Puis on va passer à des choses relativement spécifiques et je vais démarrer avec un chien tête en bas contre le mur. Ça veut dire que je vais déjà échauffer le mouvement du wall climb en mettant mes mains au bon endroit et juste faire chien tête en bas et revenir au sol. Juste ça pour commencer à prendre un petit peu le flow et déjà bien échauffer mes épaules. Lors du 3e ou du 4e tour, je vais faire pareil, mais je vais ajouter un push-up au milieu de reps. Je pense faire entre 4 et 5 reps, ce sera déjà très bien. Ensuite, pour les dumbbell snatch, je vais prendre une charge relativement légère et je vais faire des départs du hang. Pour commencer, juste pour me focaliser sur une bonne contraction des fessiers, une bonne extension des hanches et déjà échauffer ma stabilisation overhead aussi. Là, je vais faire 5 reps de chaque côté, pas besoin de me tuer et je vais monter la charge au fur et à mesure. Le dernier tour, faites-le avec votre charge RX. Et pour bien préparer les box jump over, je vais faire le premier tour en step simplement pour m'échauffer sur la montée et sur la descente. Et ensuite, je vais commencer simplement à sauter et à redescendre très tranquillement, mais déjà avec la bonne technique que je vous préciserai dans les conseils spécifiques juste après. Après 3-4 tours de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la potentiation en dumbbell snatch. Ça veut dire que je vais m'échauffer pour faire 6 répétitions de dumbbell snatch alternées avec la charge de mon workout, mais également avec une charge plus lourde si j'en ai l'occasion, juste au-dessus. Ça va vraiment me mettre en jambes, ça va booster mon explosion et ça va rendre la charge d'après plus facile.
Je vais aussi vérifier que je maîtrise le standard du wall walk. Je vais donc faire 1 ou 2 reps tout simplement pour être certain que c'est impeccable. Si ce n'est pas le cas, je vais faire quelques pauses et répéter. Le but, c'est que ce standard soit absolument maîtrisé, qu'il coule pendant le WOD. Idem sur les box jump over, et une fois que tout sera bien calibré, je passerai à la partie stratégique où je vais faire un tour d'échauffement et je vous donnerai le rythme de pacing à avoir dans la partie dédiée un petit peu plus tard. Les conseils spécifiques de ce workout, ils sont directement liés bien sûr au standard et du coup à la technique qu'on va pouvoir adopter pour aller plus vite et surtout perdre moins d'énergie. Le gros risque avec ce workout, c'est de démarrer comme une balle et c'est de se cramer complètement. Que ce soit sur les box jump over ou sur les wall climb, on risque d'avoir cette surcharge au niveau des jambes ou du bas du dos sur les box jump over ou bien sûr au niveau des épaules sur les wall climb. Soyons donc prudents avec le rythme et surtout cherchons la bonne technique. Démarrons donc avec les wall climb. La première chose, c'est de faire un bon chien tête en bas et puis de démarrer et de faire des grands pas avec les mains. Moins on fait de pas, plus c'est facile. Et là, il y a vraiment un truc intéressant, c'est quand j'arrive à la ligne qui est la plus proche du mur, je veux faire du touch and go. Ça veut dire que lorsque j'ai ma première main sur la ligne, je vais amener ma deuxième main et dès qu'elle touche, tac, tac, je repars en avant. Plus je vais rester dans cette position de poirier, plus mes épaules vont fatiguer. Et ça va coûter cher par la suite. Donc, je veux vraiment arriver, repartir aussi vite que possible. Pour le retour, on peut faire des plus grands pas qu'à l'aller avec les mains. Et franchement, moins vous en faites, mieux c'est. Et on peut même pousser la réflexion un petit peu plus loin. En fait, je veux m'assurer que mes deux mains touchent la ligne avant que mes pieds descendent. On est bien d'accord. Par contre, dès que j'ai ne serait-ce que le bout du doigt qui touche la ligne, je peux complètement me laisser tomber. Alors, soyez prudents là-dessus, bien entendu. Et pour ça, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire. Mais apprendre à se laisser tomber intelligemment, ça peut vraiment enlever cette partie excentrique, ce freinage qui coûte très cher aux épaules à la longue des reps. Pour ça, il y a 3 grandes choses que vous pouvez faire. La première, qui est celle que moi je vais adopter, c'est mettre des genouillères. Ça évitera les impacts à ce niveau-là. La deuxième chose, vous pourriez imaginer, moi je ne l'ai jamais fait, mais ça peut se faire, de rembourrer très légèrement vos chaussures au niveau des orteils. Mettre par exemple un petit peu de papier toilette ou une deuxième paire de chaussettes pour éviter l'impact avec les orteils et alléger ça. Enfin, vous pourriez utiliser un tapis comme je vous montre ici, mais il faut être certain d'avoir quelque chose de très stable et sur lequel vous allez pouvoir faire vos lignes et qu'elles tiennent pendant tout le workout. Dernière chose sur les wall climb, quand vous arrivez en bas, prenez X respirations avant de repartir et faites en sorte que ce soit toujours le même nombre. En tout cas, pour les premiers rounds, moi je vais chercher à faire 2 à 3 respis en bas et je vais éventuellement même faire un petit shimmy shake au niveau des épaules pour relâcher. Il n'y a que 3 reps, donc ne vous relevez pas. Vous allez perdre beaucoup trop de temps et d'énergie, restez en bas, mais par contre, ne faites pas non plus la flèche à repartir directement. Même les tout meilleurs du monde qui l'ont fait cette nuit, prenez des pauses là en bas, pas très longues, mais on voyait clairement qu'il y avait et je repars. Alors moi, un seul souffle, vu le nombre de rounds et le nombre de reps, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Donc je compte en faire 2 ou 3. À vous de voir combien de souffles vous allez faire, mais là en bas, faire et go, ça a vraiment beaucoup de sens. En scaled, pour les wall climb, il est très important que vous commenciez avec les mains totalement devant la ligne. Jouez le jeu, même si cette partie-là touche, c'est nos reps. Une fois que les mains sont devant, on va amener les pieds derrière et seulement quand les 2 pieds sont au mur, je peux reculer. Et là, on va respecter vraiment la même logique que l'Eric. Ça veut dire qu'on va reculer complètement la première main et dès que je vais arriver avec la deuxième main totalement derrière la bande de tape, tac, tac, je repars. C'est vraiment la même logique. Je n'ai pas envie de faire une pause de 2 secondes là-bas et de saturer mes épaules. J'arrive, tac, tac, je repars. Et une fois que ma deuxième main est bien parfaitement devant la ligne, alors je peux franchement me laisser tomber de la même manière. Le but là, ça va être d'être juste un peu plus prudent parce que vos mains sont un peu plus loin du mur. Et donc, si vous tombez mal, ça peut être un peu plus dangereux. Si vous n'êtes donc pas à l'aise avec le fait de vous laisser tomber, refaites la descente calmement avec vos pieds, mais si vous pouvez vous laisser tomber, sachez que vous gagnerez du temps et de l'énergie. Pour les dumbbell snatch, maintenant, cherchons à être efficaces, à protéger notre dos
et à économiser de l'énergie. Pour ça, la toute première chose, c'est de travailler notre retour. Si on change en bas de main, on perd beaucoup de temps et on se fracasse les lombaires encore plus. L'idée ici, c'est vraiment de faire le changement en l'air. Peu importe votre technique, et on sait qu'il y en a deux principales. La première, c'est de repasser par l'épaule et de changer plus ou moins au niveau de la poitrine. Je peux changer avec les deux mains et puis descendre avec l'autre, ou je peux changer légèrement en l'air. Là, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient et pour ça, je vous conseille de répéter ça avant de partir sur votre WOD. L'autre technique, c'est de lâcher le dumbbell plus ou moins devant le visage. C'est aussi très efficace si vous maîtrisez la charge. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez. Et on peut même imaginer que vous démarriez avec une technique et vous changiez en cours de route. Si vous êtes très à l'aise, on sait que le fait de repasser à l'épaule fait perdre une fraction de seconde, mais est aussi un petit peu plus facile. Donc, entraînez-vous avant de démarrer et puis sélectionnez ce qui vous convient le mieux, quitte à changer en cours de route. Ensuite, il y a une chose très importante, c'est de garder les jambes légèrement fléchies et surtout au départ. Au départ, vous aurez les jambes plutôt fraîches. Vous pouvez donc plier les jambes et penser à baisser les fesses. Pourquoi? Parce que ça va vous donner la possibilité d'avoir une bonne extension de hanche qui va faciliter la montée du poids et parce que ça va protéger votre dos. Forcément, au fur et à mesure de la fatigue, vous allez avoir envie de faire plus un pivot de hanche, comme dans un deadlift un petit peu, où vous allez moins plier les jambes. Et moins les plier, c'est pas grave. Mais les garder quasi tendues et arrondir le bas du dos, ça, c'est dramatique. Soyez donc prudent avec ça, pensez toujours fesses basses. Sur le retour, oui, les jambes vont un peu plus fatiguer avec les box jump over, mais au moins, vous n'allez pas prendre de risques et vous serez plus puissant en extension. Certains ont pris le réflexe de ne toucher qu'avec une tête, et là, c'est no rep. On veut jouer le jeu quand on participe aux Open, qu'on soit inscrit ou pas d'ailleurs, donc les deux têtes touchent le sol à chaque rep en bas. Pour terminer, vous pouvez bien sûr faire du power snatch ou du muscle snatch. Très clairement, moi, je vais faire du muscle snatch. Le power, je vais l'utiliser que quand je dois vraiment économiser mon énergie ou quand la charge est extrêmement lourde. Mais en fait, pour l'épaule, c'est plus fatigant. Le fait de faire du muscle snatch, de garder les jambes tendues, ça va driver mon dumbbell et ça va me permettre de me stabiliser plus facilement au-dessus de la tête. Franchement, je vous recommande le muscle un maximum. Mais si vous en avez vraiment besoin, le power peut être une solution. Pour les box jump over, ce gros changement du step down va pour certains déstabiliser un peu leur technique. Et pour ça, je vous recommande de pratiquer un max avant de passer et peut-être de faire un redo, j'en parlerai dans la partie dédiée au niveau stratégique. La toute première chose pour les box jump over, c'est de savoir si vous voulez sauter de face ou de profil. Prenons d'abord le saut de face et on a vu que les tout meilleurs du monde cette nuit ont choisi cette technique. Ils sautaient de face et faisaient déjà un quart de tour dans leur saut. Ils arrivaient donc déjà tournés sur la boxe et ils finissaient leur quart de tour en descendant en step down. Je trouve que c'est une excellente technique, surtout qu'on les a vus garder les jambes bien fléchies sur la boxe. Ça va faire économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et vous verrez qu'il y a une technique à avoir, que vous choisissiez de sauter de face ou de profil, c'est de toujours faire du touch and go en bas. Je descends donc avec ma première jambe et dès que ma deuxième jambe touche le sol, je repars pour le saut suivant. Là-dessus, moi ce que je fais, c'est que pendant que je descends ma deuxième jambe, je suis déjà en train d'armer mes bras pour me relancer. Le touch and go avec la jambe et les bras qui relancent, c'est vraiment beaucoup plus facile. Ça veut dire que s'il faut prendre une pause, vous la prenez en haut de la boxe. Je disais que vous n'étiez pas obligé de vous relever et c'est très bien, gardez les jambes en bas. Mais peut-être qu'au fur et à mesure du workout, vous allez avoir de la fatigue qui va arriver. Dans ce cas-là, vous relevez en haut, soufflez une seconde et enchaînez quand même en bas est vraiment la meilleure stratégie. Une grosse erreur à faire, ce serait d'enchaîner et une fois arrivé en bas, de faire votre demi-tour, de marcher, etc. Là, vous allez perdre de l'élan, de l'énergie et beaucoup de temps. Donc, on part toujours pour le touch and go et ça nécessite d'être bien replacé sur la descente. On pourrait aussi imaginer sauter de face et rester de face et faire tout le demi-tour sur le step down. Je vous montre, on saute, demi-tour sur le step down et j'enchaîne. Ça, c'est aussi une très bonne technique. Ça ne va pas beaucoup plus ou beaucoup moins vite que l'autre. C'est à vous de voir avec laquelle vous vous sentez le mieux. Pour terminer, je pourrais tout faire de côté. Ça demande d'être à l'aise sur le latéral jump,
Mais si vous l'êtes, ça peut être très confortable parce que vous évitez tous ces quarts de tour qui demandent un peu plus de technique, un peu plus de réflexion et qui peuvent même pour certains nous donner un peu la tête qui tourne. Dans ce cas, vous faites un jump latéral, step down, on garde la règle du touch and go, jump latéral, step down, etc., etc. Bossez les 3 techniques, voyez laquelle vous semble la plus efficiente, ça veut dire qu'elle est efficace tout en vous faisant gagner de l'énergie et partez là-dessus dans votre workout. En scale, vous pouvez faire des step over tout le temps et là, clairement, si vous êtes assez grand et assez confortable, je vous recommande de les faire en latéral parce que le fait de pouvoir faire step, croise la jambe derrière ou devant, step down et dès que je touche avec le deuxième pied, step up, vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie à être en latéral et d'éviter ce demi-tour ou ce quart de tour à chaque fois. Par contre, j'insiste, faites bien du touch and go quand même. Ça veut dire que dès que le deuxième pied touche le sol, ça fait vraiment touche les orteils, remonte. Ça, c'est vraiment très utile et beaucoup moins fatigant que de s'arrêter complètement en bas. Dans la même logique d'éviter de la fatigue, en haut, sachez que vous pouvez garder les genoux fléchis, vous n'êtes pas obligé de faire une extension sur vos steps. Par contre, quand on est très fatigué, ça peut avoir du sens de faire cette petite pause d'une fraction de seconde et puis de redescendre pour quand même faire le touch and go en bas. Si vous devez prendre une pause, elle est mieux en haut qu'au sol. Très important en scale, si vous faites les steps, c'est le moment de récupérer. C'est le moment où vous pouvez revenir en nez-bouche, descendre votre fréquence cardiaque parce que les wall climb et les dumbbell snatch sont finalement un petit peu plus difficiles que les step over. Profitez-en donc pour redescendre la température, c'est le bon moment. Vous avez tous les conseils techniques qu'il vous faut, maintenant passons à la stratégie globale de ces 15 minutes de travail. Vous l'avez compris, tout va se jouer dans le rythme et pour ça, je vous recommande vivement de faire un tour d'essai avant de partir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour à plus ou moins 80%. Le but n'est pas de partir comme une flèche, de dire comment je ferai pour faire un tour au maximum de ma vie. C'est pas ça l'idée. C'est un tour à plus ou moins 80%. On imagine que je peux tenir ce rythme pendant assez longtemps. J'observe mon temps. Imaginons que j'ai fait 1 minute 30. J'évalue, je me pose sincèrement la question. 1 minute 30 sur 15 minutes, ça fait 10 rounds. Est-ce que je peux tenir ce pacing exact pendant 10 rounds? Si c'est le cas, parfait. Vous partez pour un every 90 seconds. Vous avez vu ce petit accent français très sympa? Et ça veut dire que si vous démarrez le chrono et que vous partez comme une balle en 1:12, vous dites OK, j'attends mes 90 secondes, ma minute 30 et puis je repars. Si à l'inverse, vous constatez que vous sortez de votre tour en 1 minute 30, comme ça, vous dites OK, ça c'est juste pas jouable, je dois partir en par exemple 1:45. Et là, je vais essayer de tenir mon every 1 minute 45. Ce tour d'échauffement, il va être votre tour d'évaluation. Établissez votre stratégie ensuite sur 15 minutes. Vous pourriez même écrire tous les temps au tableau à respecter pour avoir une guideline. Et comme je l'ai dit, réévaluer à peu près à 8-9 minutes me semble le moment clé pour faire un excellent WOD. La clé de ce workout, c'est le pacing, le rythme que l'on va avoir. On va faire plusieurs tours, ça va être difficile en termes de cardio, de résistance dans les jambes et d'épaule. On va donc faire ça très intelligemment. Je vais carrément vous donner des nombres, des temps à respecter. Commençons avec les meilleurs du monde. Ils ont fait 1:05 pour Noah Ohlsen et 1:10 pour Vellner au premier round. C'est énorme et c'est normal, on part toujours un petit peu plus vite au premier round. Sachant qu'ils ont fait 1 minute 22 de moyenne, exactement ça pour Vellner et il restait quelques secondes pour Ohlsen pour être exactement dans le même temps. Donc ça veut dire que Noah Ohlsen part en 1:05 et finit en 1:22. Je l'ai dit, c'est normal qu'on parte plus vite, mais c'est très différent. Ça fait 17 secondes de plus sur 11 tours. C'est énorme. Ne faites pas l'erreur de partir en 1:20 et de finir en 3:10 parce que eux, 17 secondes de différence, c'est 25% du tour en plus. C'est énorme. Ça veut dire que si vous partez trop vite, par exemple en 2 minutes pour vous, vous finirez au moins en 2:30 et moi je suspecte que ce soit même plutôt 3 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer super intelligemment. Là-dessus, comptez que la moyenne des RX va faire entre 5 et 8-9 tours pour les vraiment très bons. Donc si vous êtes plutôt à l'aise avec les mouvements du workout, visez déjà 2 minutes ou 1 minute 45 par tour, c'est super bien. Si vous êtes très bon avec ces mouvements,
cherchez 1 minute 30 par tour et vous pourriez franchement faire un every 90 seconds. Ça veut dire que vous allez partir et si vous finissez en une 15, en une 10, eh bien vous attendez une 30 pour repartir. Vous trouvez votre pacing et vous le gardez jusqu'à la marque des 8-9 minutes. Là, vous pouvez réévaluer. C'est le moment où vous allez dire, OK, je suis parti par exemple en 2 minutes, j'ai fait 4 tours en 8 minutes, je pense que je peux aller un petit peu plus vite, je vais essayer de tenir en 1,50 à partir de maintenant. Ou alors, je suis vraiment dans mon bon rythme et je vais rester avec ces 2 minutes et j'accélérerai simplement quand il en restera 1, 2, voire 3 au maximum. Mais vraiment, j'insiste, ne faites pas l'erreur de partir comme des balles sur les 2 premiers tours parce que vous allez le payer très cher. On le sait, les wall climbs, quand ça congestionne, c'est la misère après pour repartir. Et là, passer à 3 wall climbs qui durent 20-30 secondes au départ et qui finissent en 1 minute 20 ou 1 minute 30, c'est dramatique, vous allez vraiment le regretter. Au niveau des transitions, pour la plupart d'entre nous, on va pouvoir enchaîner assez facilement d'un exercice à l'autre, sauf si on part comme des flèches sur wall climb, dumbbell snatch et qu'on oublie de respirer. Ces exercices-là sont des mouvements plutôt explosifs. Ça veut dire que si je pars avec et que j'arrive comme ça sur les box jump over, je vais péter sur les 15 reps sur la box. Dans ce cas-là, j'ai tout intérêt effectivement à prendre quelques secondes avant de démarrer. Mais le but, de manière générale, c'est d'enchaîner assez vite du wall climb vers le snatch, vers le box jump over, vers le wall climb. Quand je dis assez vite, c'est de prendre quelques secondes et un nombre de souffles régulier. Par exemple, vous arrêtez après les wall climb, vous dites et je prends les snatchs. Je dépose mon dumbbell et je pars sur les box jump over. Mais je ne m'excite pas sur les box jump over. Il y en a 15, ça va prendre du temps. Vous n'allez pas les faire en 15-16 secondes. Ce n'est pas le but. Votre objectif, c'est de les faire par exemple en 40 secondes, mais de les faire en 40 secondes au début comme à la fin, de ne pas partir en 40 et de finir en une 10. Je vous conseille au maximum d'ailleurs sur les box jump over d'essayer de récupérer votre respiration nez-bouche à ce moment-là. C'est plus dur de respirer en nez-bouche sur le wall climb et sur le dumbbell snatch. Donc, ça risque de partir plutôt par la bouche et plutôt en thoracique. Mais ça peut vous faire monter fort en stress, en respiration et en fréquence cardiaque. Soyez donc prudents avec l'idée de pouvoir récupérer le nez-bouche dès que possible. Dernière chose aussi, c'est de réfléchir auxquels de ces mouvements vont vous poser des problèmes. Mon exemple, c'est que je sais que sur les wall climbs, si la série était plus longue, c'est clairement là que serait la pierre angulaire du workout. Aujourd'hui, avec un standard plus accessible et seulement 3 reps, je pense que ça va aller. Par contre, les box jump over, s'il y en a vraiment beaucoup, ce qui risque d'être le cas puisque ce sont des séries de 15, je sais que si je ne suis pas régulier sur ma respiration, je peux complètement cramer. Donc, être très intelligent sur cet exercice ou ces exercices et peut-être prendre 5 secondes de repos avant et 5 secondes de repos après, en plus de ce que vous prévoyez sur les autres exercices. Le but, c'est de pouvoir rester régulier et d'éviter de passer ce palier où on est dans le rouge et où on ne fait plus rien de bon. Parce que vous pourriez être plutôt bon en wall climb, exploser sur les box jump over et du coup avoir beaucoup de mal sur les wall climb ensuite. Le but, c'est de rester régulier sur ces wall climb et aussi sur les box jump over parce que pour la plupart d'entre nous, les 12 dumbbell snatch vont bien se passer. Cherchons donc à être réguliers, je l'ai dit suffisamment, mais aussi à un tout petit peu augmenter nos repos ou à diminuer notre pacing là où ça peut poser problème parce que ça coûterait trop cher d'être cramé. Une question qu'on me pose très régulièrement et qui a beaucoup de sens, c'est est-ce qu'il faut faire ce WOD en scaled ou en RX et est-ce qu'il faut faire un redo? Vu la configuration du WOD, on est très clair que le but c'est de faire beaucoup de tours. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le standard des wall climb, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la charge des dumbbell snatch ou si vous sentez que ça va être très compliqué de sauter sur la box autant de fois, partez plutôt sur la version scaled. Faites votre premier essai là-dessus en tout cas et faites un max de tours. Le but, c'est de faire beaucoup de reps. Vous pourriez alors décider de vous tester pour vous-même sur le RX par la suite, quitte à faire 2 tours seulement. On s'en fout. Le but, c'est que vous fassiez au moins un essai pour le stamina, la work capacity comme on dit, et que vous tabassiez vos 15 minutes. Après, à vous de voir si vous voulez refaire un essai en RX ou pas. Par rapport au redo, pour les watts de work capacity comme ça, en général, on n'en fait qu'un parce qu'on ne va pas pouvoir regagner énormément sur la stratégie, etc. Mais
Si vous faites un vrai plantage, exemple, vous faites ce que j'ai dit de ne pas faire 15 fois dans la vidéo, à savoir vous partez en 1 minute 30, vous faites le deuxième tour comme une flèche et puis vous explosez et vous êtes totalement dans le rouge et vous faites de la merde tout le long des 15 minutes. Eh bien, dans ce cas-là, clairement, prenez un jour ou deux de repos et faites un redo. Faites un redo plus intelligent avec un vrai pacing et passez un bon moment. Si vous subissez votre WOD, faites un redo. Ce n'est pas ça l'idée. Le but, c'est de trouver votre version, le RX ou le Skate, votre pacing et de faire un très bon WOD, quitte à le faire 2 fois. Par contre, celui-là, je ne vous recommande vraiment pas de le faire 2 jours d'affilée parce qu'il risque de laisser beaucoup de fatigue au niveau des épaules et pour certains, au niveau des jambes. Comme chaque fois, je vous recommande de faire une bonne récup après ce workout et pour celui-ci, la toute première chose à faire, c'est de faire un peu de cardio à basse intensité. Moi, je vous recommande de faire soit du rameur, soit du vélo, c'est encore mieux, pendant 5 à 10 minutes où vous allez vous focaliser sur le fait de démarrer avec une respiration nez-bouche et même terminer en nez-nez. Le but n'est pas de tabasser, soyez certain de mettre une résistance légère si vous avez la possibilité de le faire sur par exemple un Concept 2 ou un Bike Erg et respirer calmement. Le but, c'est vraiment de bouger régulièrement. Ensuite, un bon massage de l'avant des épaules et des trapèzes avec la balle contre le mur, ça va vraiment vous soulager. Et moi, je passerai même une petite minute avec le rouleau dans le dos et surtout dans les ischios. Ils auront quand même pas mal travaillé avec les dumbbell snatch au niveau de l'excentrique et vous serez content de les relâcher un petit peu. Si vous avez fort senti vos mollets sur les jumps, un petit massage là-bas peut avoir beaucoup de sens. Et pour finir, une petite ouverture de l'épaule contre le poteau comme je vous montre ici, ça va vraiment créer un relâchement super intéressant. Moi, je vais faire ça pour 3 fois 30 secondes par côté, juste pour tout détendre. Si vous prévoyez un redo, comme je l'ai dit, je vous recommande vivement de prendre au moins un jour de repos, voire 2. Et pendant ce jour, faites une petite activité physique légère, allez nager, allez marcher, faites un peu de vélo, faites quelque chose qui vous fait bouger, quelques mobilisations aussi, ça vous permettra de faire un meilleur WOD quand vous reprendrez le mouvement. Rester inactif n'est pas toujours le mieux, mais soyez aussi certain d'épargner vos épaules qui seront bien contentes de récupérer. Alright guys, c'était une super longue vidéo avec plein de conseils. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça nous fait toujours super plaisir et partagez-la avec un pote, avec votre communauté, avec votre box. Franchement, le but, c'est que tout le monde puisse faire un WOD d'open, fun, intense et à son max. Pour vous y aider, le guide PDF avec tous ces conseils résumés dans 1 ou 2 feuilles A4 est disponible avec le lien qui est juste ici. Si vous voulez recevoir des conseils complémentaires au fur et à mesure des jours et des semaines des Open, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. Le lien est dans la description. Je vous retrouve dimanche pour une vidéo Nutri et vendredi prochain pour le 22.2. Prenez soin de vous et excellent WOD. Peace!